Bonjour à tous, bonjour Julien Bayou. Bonjour. Alors Emmanuel Macron est rentré cette nuit à Paris. Il va travailler désormais avec Elisabeth Borne à la constitution du nouveau gouvernement. Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y aura pas un écologiste dans ce gouvernement? Oui, nous l'avons dit à la Première ministre. L'enjeu, c'est quel gouvernement, en fait? On ne sait pas très bien. Emmanuel Macron a été réélu, certes. Depuis 3 mois, on est dans l'attente, finalement. Ce gouvernement ne répond pas aux urgences, attend, tergiverse. Appelle les oppositions, on prend des rendez-vous, on prend même des cafés. C'est bien évidemment républicain et courtois et poli, et nous y répondons. La question, c'est que va déclarer la Première ministre comme politique générale? Aujourd'hui, c'est le flou complet. Qu'est-ce que vous attendez du choix notamment du nouveau ou de la nouvelle ministre de la Transition écologique, puisque Amélie de Montchalin, battue aux législatives, doit démissionner? Oui, et à vrai dire, on ne va pas vraiment regretter Amélie de Montchalin. Elle n'a rien fait. Vous voyez, c'est frappant. Ce gouvernement et Emmanuel Macron, dans la toute dernière ligne droite de la présidentielle, si vous vous souvenez, disait « Je n'ai pas le temps de faire les débats. Je veux réformer jusqu'au dernier quart d'heure. » Et puis alors là, depuis la réélection fin avril, il ne se passe rien. Donc, il avait dit aussi « Mon quinquennat sera vert, ce sera la transition écologique ». Il avait dit « Ce sera vert ou il ne sera pas ». Et on a l'impression que pour l'instant, il n'y a pas de quinquennat. Le Haut Conseil pour le climat, une instance indépendante, vient de dire « Voilà, nous n'y sommes pas. Nous avons hébergé les accords de Paris. C'est le moyen pour lutter contre le dérèglement climatique, pour lutter contre ces canicules qui nous frappent toujours plus fort. Et il ne se passe rien. La France n'est pas au rendez-vous. La France a même été condamnée pour inaction climatique. Et donc, face à un tel manque d'ambition, nous n'attendons rien de ce gouvernement. En revanche, nous, écologistes, avec le plus grand groupe écologiste à l'Assemblée, le plus grand groupe de l'histoire, nous allons pouvoir proposer des mesures et voir si le gouvernement veut avancer ou non. Cette situation un peu inattendue aujourd'hui, où la majorité n'est pas si majoritaire, eh bien, permet que nous posions des propositions ambitieuses et nous verrons comment le gouvernement va se positionner. Alors on va y venir à l'Assemblée nationale. Rien ne dit en revanche que Damien Abad, qui est visé par l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol, ne fera pas partie de ce gouvernement. Lui dit qu'il veut y rester, qu'il ne veut pas quitter. Et début juin, Emmanuel Macron disait que la présomption d'innocence était importante pour lui aussi, qu'il y avait droit comme tout citoyen. Alors c'était avant l'ouverture de cette enquête. Vous l'imaginez encore au gouvernement ? Il y a la présomption d'innocence pour tout le monde. Et puis, il y a le devoir d'exemplarité des ministres. Et je fais vraiment le distinguo. Il fut un temps, il y avait une jurisprudence qui disait que si un ministre était mis en cause, il devait démissionner, non pas par infamie, mais pour pouvoir se défendre devant la justice et éventuellement être blanchi. Et qu'il n'y ait pas le sentiment, vous voyez, que le gouvernement tergiverse ou peut le protéger. Vous avez mentionné Damien Abad, il y a un autre cas, moi, qui m'interpelle, c'est le garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il est mis en examen. Et c'est lui qui a la main sur la justice. Comment on peut imaginer que son collègue à l'intérieur, qui surveille la police, travaille? Vous voyez, donc ça envoie le signal que finalement, il pourrait y avoir, je ne dis pas qu'il y a, mais qu'il pourrait y avoir une justice pour les puissants et une justice pour les autres. Et donc Damien Abad au gouvernement ou pas? Le plus simple, c'est qu'il se mette en retrait, qu'il démissionne, que la justice puisse faire son travail en toute sérénité et qu'ensuite, eh bien... on avise sur sa situation. Vous voyez, ça se passait comme ça, il y a quoi? Il y a au tournant du siècle. C'est pas si ancien. Elisabeth Borne présentera justement et prononcera son discours de politique générale. Ce sera mercredi prochain à l'Assemblée nationale. Pourquoi est-ce qu'elle devrait engager un vote de confiance? Rien ne l'y oblige. Rien ne lui oblige, mais c'est la tradition. Et puis, le gouvernement, il est responsable devant l'Assemblée, c'est-à-dire devant la population. Les députés sont les élus de la population. Il n'est pas responsable du bon vouloir du gouvernement. Et donc, il y a besoin d'un cadre, discours de politique générale. Est-ce qu'ils font ou pas la retraite à 65 ans? Est-ce qu'ils veulent augmenter les salaires ou non? Est-ce qu'ils veulent enfin agir sur la rénovation thermique? Rénover votre logement, c'est bon pour le climat, évidemment, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'indépendance énergétique. Quel cadre pour qu'ensuite les députés puissent se prononcer et dire nous sommes dans l'opposition, nous attendons de voir, nous sommes dans la majorité. Donc vous vous dites qu'il faut un vote de confiance. Il faut un vote de confiance, évidemment. Alors hier à l'Assemblée, il y a eu d'autres votes. Le député insoumis et membre Moi j'appelle le gouvernement à ne pas avoir peur de la démocratie et donc à venir présenter ses propositions et laisser les députés trancher. Hier, le député insoumis Éric Coquerel a été élu à la tête de la commission des finances. Le RN crie au scandale parce qu'il estime que c'est le premier parti d'opposition à l'Assemblée et que ce poste lui revenait. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, le Front National, il crie au scandale parce que peut-être on va pouvoir lutter contre l'évasion fiscale. Le Front National, il n'a pas envie de lutter contre l'évasion fiscale. La présidence de la commission des finances, elle revient à l'opposition. C'est une mesure démocratique. C'est une sorte de contre-pouvoir. C'est le fait de pouvoir avoir une visibilité directe sur la réalité des comptes. Voilà. Et donc ça, c'est un contre-pouvoir efficace. Et donc nous sommes la plus grande coalition d'opposition, nous écologistes, au sein de la coalition Nouvelle Union populaire écologique et sociale, et aux voix, Éric Coquerel a gagné face au candidat du Front National. C'est la démocratie. Mais ça va être un outil politique, cette commission des finances? Un outil
de salubrité publique. Parce que vous savez qu'il y a des grands groupes, je pense à McDonald's qui vient d'être condamné pour payer 1 milliard d'euros d'amende. Il ne payait pas sa part. Vous et moi payons des impôts, les personnes qui nous regardent également. Les grands groupes ne payent pas leur juste part. Vous savez qu'en moyenne, les multinationales sont aux alentours de 5 à 8%, quand les PME, les artisans, les petits sont à 28%. Ça fait une distorsion de concurrence terrible. Comment voulez-vous rivaliser quand vous avez un café avec Starbucks qui paye beaucoup moins d'impôts que vous? Et donc, cette commission des finances, elle va permettre aussi de démonter ces montages qui ont vocation à tromper l'impôt. C'est le cas de Euro Disney, de Starbucks, d'Airbnb, de General Electric. Vous voyez, la liste est trop longue des entreprises qui ne payent pas leur juste part quand les artisans, les PME tirent la langue. Julien Bayou, vous avez crié au scandale parce que le RN a obtenu 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale. Pourquoi? C'est pas ça la démocratie? Ils ont 89 députés. L'enjeu n'est pas de nier qu'ils ont des députés. Ils ont été élus, dont acte. Nous ne voulons pas participer en quoi que ce soit à la dédiabolisation ou l'institutionnalisation du Front National. Donc nous, les écologistes, ce que nous avons fait, c'est que nous avons provoqué un vote. Pour qu'il y ait d'autres candidats. Pour qu'il y ait d'autres candidats Possible. Et pour que chacun soit amené à se positionner. Au départ, il y avait une espèce de gentleman agreement, où de manière automatique, il devait avoir ces 2 vice-présidences. Mais vous dénoncez un accord avec d'autres groupes du RN? Nous voulions pointer un accord. Au Parlement européen, les partis de l'arc républicain s'organisent pour que les députés Front National et extrême droite soient là, évidemment, mais n'aient pas accès à l'institution. C'est le cas aussi en Allemagne, où l'AfD, parti d'extrême droite, n'est pas intégré au bureau parce qu'il y a un accord entre les partis de l'arc républicain. Et là, des députés LREM ont voté en nombre sur un bulletin Front National. C'est-à-dire qu'ils ont 90 députés, ils auraient dû avoir 90 voix. Ils en ont fait 290. Ça dit quoi pour vous? Ça dit que LREM, qui s'est prétendé barrage au Front National, s'en est fait le marchepied. Ils ont choisi de les aider. Et plutôt que de faire élire des vice-présidences écologistes, par exemple, ils ont choisi de faire élire des députés d'extrême droite. Je trouve ça extrêmement grave parce que nous avons fait barrage. La gauche, les écologistes, c'est nous qui, par discipline républicaine, avons voté Macron pour éviter Marine Le Pen. Et là, on a eu toutes les leçons du monde, d'humanisme, de fraternité, de république. C'est nous qui faisons barrage à l'extrême droite, parti dangereux pour notre démocratie. Julien Bayou, l'un des premiers dossiers que vous allez avoir à examiner à l'Assemblée, ce sera la loi sur le pouvoir d'achat. Enfin, augmentation de 4% d'une bonne partie des prestations sociales parce que, justement, elles seront indexées sur l'inflation, une revalorisation des APL, une aide alimentaire de 100 € pour les 9 millions de foyers les plus pauvres. Est-ce que les écologistes voteront ce texte? Pour l'instant, c'est trop peu, trop tard. Vous dites 4%, l'inflation est à 5%. Ça veut dire concrètement que les gens y perdent. C'est ça qu'il faut le dire. Donc, l'inflation est à 5, un petit peu. Quand l'inflation est à 5 et qu'on vous propose 3, en fait, vous perdez 2. Donc, il vaut mieux 0 qu'un petit peu. Non, mais nous soutiendrons tout ce qui va dans le bon sens. Mais je voudrais juste qu'on mesure ce qui se passe. Ce gouvernement n'a rien anticipé. Ce gouvernement, ce n'est pas là un gouvernement qui démarre. Ça fait 5 ans qu'ils sont aux manettes. On a déjà eu cette situation en 2018. Flambée du carburant, gilets jaunes. Le gouvernement donne trop peu, trop tard. Donc vous ne le voterez pas? Nous appelons le gouvernement, nous irons beaucoup plus loin. Nous ferons des propositions. Le SMIC à 1 500 € net. Est-ce que le gouvernement va accepter? Le dégel du point d'indice pour rattraper l'inflation. Est-ce que le gouvernement va accepter? L'autonomie de la jeunesse. Voilà ce que nous proposons et nous verrons si le gouvernement est cohérent avec ses propositions. Question sanitaire pour terminer. Face à la recrudescence du Covid, certains disent qu'il faut remettre le masque obligatoire dans certains lieux, notamment les transports en commun. Est-ce que vous y êtes favorable? Nous, écologistes, on appelle à la vigilance, à la responsabilité, comme le président du conseil scientifique Delfrécy. J'appelle à une mesure, la libération des brevets. Cette pandémie va durer. Il faut que l'ensemble des pays du monde puissent se protéger, parce que sinon de nouveaux variants vont émerger et notre situation ne sera pas sereine, sûre, tant que l'ensemble des pays du monde ne seront pas vaccinés. Et sur la question des masques? Et sur la question du masque, pour l'instant, le président du conseil scientifique dit que ça n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire. Je l'écoute. On voit quand même que cette crise sanitaire a durablement marqué effectivement le dernier quinquennat. Ça recommence, on a l'impression, avec cette nouvelle vague aujourd'hui. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement a pris la mesure de cette nouvelle vague avec une ministre de la Santé qui dit « je suis en fonction » mais qui va partir puisqu'elle a été battue aux législatives? Pour l'instant, c'est pas clair. On a besoin d'anticiper. Encore une fois, on ne découvre pas ce virus. Le gouvernement, le tribunal administratif vient de condamner la légèreté avec lesquels les masques, le stock de masques avait été géré à l'époque. Anticipons. Et la meilleure manière, c'est de libérer les brevets. Le président avait promis de le faire. À chaque fois, on nous dit finalement, on le fera plus tard. Faisons-le. Faisons-le. Libérons les brevets. Tant qu'au Mexique, en Afrique du Sud, la population n'est pas clairement vaccinée, de nouveaux variants vont pouvoir émerger et menacer l'ensemble du globe. Donc, libérons les brevets, c'est une question de solidarité. C'est aussi une question de réparation, parce qu'il y a des très grands groupes qui ont fait des milliards et des milliards
de bénéfices. Il est temps qu'ils cotisent pour le bien commun. Merci beaucoup, Julien Bayou. Merci à C'est à vous. vous, Maya.